Bien, chers amis, avant de donner la parole à Jean-Pierre, qui donc va ce soir nous parler de l'histoire de la vallée de la Roya, je voudrais vous donner 2-3 points d'information pour la suite. D'une part, vous indiquez donc que c'est la deuxième séance de l'Université populaire, de cette troisième saison de l'Université populaire, ce qui est plutôt pas mal, puisque ça veut dire qu'à la fois on tient la distance, à la fois c'est intéressant, à la fois manifestement ça intéresse un peu, puisque nous sommes un petit peu nombreux dans cette séance. Donc c'est assez satisfaisant. Je voudrais vous donner les programmes qui viennent après cette séance de ce soir. Il y aura le 12 décembre. Alors, vous savez que l'an dernier, l'année d'avant, c'était tous les premiers vendredis de chaque mois. Il se trouve que là, comme il y a un certain nombre de fêtes et d'impossibilités pour le premier vendredi, on joue entre le premier et le deuxième. Donc, bon, ça veut dire qu'il faut le noter, car si une fois c'est le deuxième vendredi et que vous pointez le premier, vous allez trouver porte close. Donc, en décembre, ce sera le vendredi 12, le deuxième vendredi de décembre, sur le thème « Faits de société et lutte sociale ». Opposition ou complémentarité. En janvier, le vendredi 10 janvier, le thème sera « Faut-il en finir avec le sexe ?» Oui. Remarquez, mais attention, parce que par les temps qui courent et ce qui traîne, idéologiquement dans l'air, on peut se poser des questions. On peut se poser le problème. Il y en a un qui pousserait d'ailleurs à ce que l'homme soit carrément technisé, c'est-à-dire que la médecine se substitue à l'acte, et à ce qu'en effet le sexe passe à l'as, si je puis dire. Enfin bon, ce sera traité donc le 10 janvier, faut-il en finir avec le sexe. Le 14 février, Rosa Luxembourg, Histoire et Actualité. Le 13 mars, la violence sociale, réalité et conséquences. Le 10 avril, la Belgique, de sa création à sa réalité politique. Le 25 avril, la question irlandaise, l'éternel retour. Le 15 mai, la laïcité, loi de 1905 et politique actuelle. Le 12 juin, qu'est-ce que la philosophie? Et enfin, nous terminerons la session, cette troisième session, le 3 juillet, avec la question climatique. Donc voilà en gros le programme. Je vous propose de noter dès maintenant, enfin de noter au plus vite les différentes dates. Chaque séance de l'Université populaire est suivie d'un repas partagé. Donc, à la fin, la règle est la suivante. Le conférencier prend une petite heure pour nous raconter son histoire. Derrière, nous débattons librement. La règle, c'est qu'on s'écoute et qu'on accepte les positions des uns ou des autres, qu'on soit d'accord ou pas, et on argumente. On peut s'engueuler, mais on argumente. On peut s'engueuler parce qu'à la fin, on s'engueule d'ailleurs en général, parce qu'à la fin, on va boire un coup à côté, on a un repas partagé, ce qui permet de s'être engueulé avant, de boire un coup ensemble après, et tout va bien, comme dans le meilleur des... Alors, Jean-Pierre, bah, tu as 1 heure pour me raconter l'histoire de la vallée. Eh ben alors c'est parti, et on discute ensuite. Buonasera, Brienchi Penasche, Librasche, Brigasche, Fontanese et Salucci. Rassurez-vous, si j'ai tenu à vous saluer ce soir dans la langue de la vallée, je vais bel et bien continuer à vous parler en français d'une rivière, d'une région, d'une frontière, d'une langue qui méritait bien à coup sûr que lui réserve une soirée l'Université populaire de La Roya, dont je vais vous raconter l'histoire. En préambule, je tiens à souligner que j'ai puisé mes modestes connaissances sur le sujet à différentes sources, les principales étant l'histoire de Bray et des Braillois, ainsi que l'histoire de Saorge et de Fontan de Charles Breton, que je n'appelle pas monsieur, puisqu'il s'agit d'un auteur, mais à qui j'exprime toute mon admiration pour le travail colossal qu'il a réalisé. Ces ouvrages sont édités aux éditions du Cabri et je vous en conseille vivement la lecture. J'ai utilisé également la documentation de l'histoire de Saorge de François Gaziello et de l'histoire du comté de Nice d'André Campan. Ces historiens ont fait un travail phénoménal alors que l'histoire que j'expose ce soir n'est que l'aboutissement d'un très modeste bricolage essayant de relater chronologiquement des faits historiques sans entrer dans le détail de l'organisation administrative. Mon travail est sans aucune commune mesure avec des études faites en profondeur par ces éminents intellectuels. Par ailleurs, je vous préviens que si je suis un historien de la Roya, je suis un fils de cette terre que j'aime, ce qui m'empêche quelquefois d'avoir l'impartialité et l'objectivité d'un véritable historien qui doit normalement être neutre. Moi, je ne le suis pas tout à fait. Dans la pratique, celui qui parle de l'histoire en fixe généralement les dates et convient arbitrairement d'une période à laquelle il va attacher son étude. De cette manière, j'ai consacré l'exposé que je vous soumets ce soir à l'histoire de la Roya, des origines préhistoriques à une date butoir tout à fait arbitraire, mais tout de même significative,
celle du 14 juin 1860, date du rattachement à la France du comté de Nice, privés de temps de Saorge et la Brigue, qui auraient dû suivre le sort de Bray et devenir français, mais sont devenus italiens pour permettre au roi Victor Emmanuel de conserver soi-disant ses terrains de chasse au chamois, ni plus ni moins, mais en réalité les crêtes stratégiques. L'histoire de la Roya est le titre de la conférence de ce soir, mais vous pouvez imaginer facilement que l'histoire elle-même est d'une manière générale toujours liée à la géographie. On peut s'étonner qu'une rivière franco-italienne puisse s'orthographier avec un Y, lettre qui ne figure pas dans l'alphabet italien. Ce n'est sans doute pas par hasard que son nom lui-même ait été voulu bien français, elle qui s'appelait Rotuba sous les Romains, Roya R-O-I-A en occitan, Roya R-O-J-A en italien, le I et le J étant confondus. On peut facilement imaginer que dans le cas particulier de la Roya, la rivière, les montagnes, l'école, l'absence de plaine, la proximité de la mer, le voisinage avec les terres fertiles du Piémont ont une influence évidente sur l'histoire du pays elle-même. La Roya est un fleuve côtier avec un débit permanent orienté nord-sud, ayant sa source au col de Tende et une longueur d'environ 60 km. 40 km en France, 20 km en Italie à peu près, donc très court. Non seulement il n'est pas navigable, hormis par nos modernes canoës-kayaks, mais elle traverse des zones très escarpées. Les itinéraires anciens faisant communiquer la haute vallée avec la mer empruntaient donc non pas le fond de la vallée, mais les crêtes et les cols de faible altitude. Le col de Tende, on ne parle pas du col bien entendu, du tunnel, mais du col lui-même, est situé à une altitude de 1871 mètres. Il subit toujours un enneigement important et a donc été, avant l'ouverture du tunnel, à peu près impraticable durant la saison hivernale. Bien évidemment, des passeurs locaux permettaient à quelques caravanes commerciales de franchir l'obstacle durant l'hiver à l'aide de traîneaux, mais on comprend aisément qu'aucune armée d'importance n'aurait pu s'y engager avec son matériel. La Roya existait bel et bien, on s'en serait douté, dans la préhistoire. On situe la préhistoire de l'apparition de l'homme il y a 3 millions d'années à celle de l'écriture vers 3500 avant Jésus-Christ. Elle couvre en Europe la période de l'âge du cuivre qui se situe de 3500 avant Jésus-Christ à 1100 et de l'âge du fer qui a suivi. Bien qu'à l'origine, la Roya n'ait pas été une voie de communication facile, pour autant, on a la preuve qu'une vie sédentaire organisée existait depuis la préhistoire. En 3300 avant Jésus-Christ ont été gravées les figures rupestres de la vallée des merveilles. En 3000 avant Jésus-Christ, au néolithique moyen, des sépultures ont été faites dans la vallée. En 2500 avant Jésus-Christ, des outils en silex ont été utilisés à Bancao. En 2000 avant Jésus-Christ, au Chalcolithique, se sont développés les différents langages. On imagine sans peine que la Roya ne s'était pas arrêtée de couler dans l'Antiquité. Préhistoire et Antiquité se chevauchant un peu, on a l'habitude de situer l'Antiquité de 3000 ans avant Jésus-Christ à la fin de l'Empire romain en 476. En 500 avant Jésus-Christ, les Celtes d'Europe centrale arrivent au sud-est de la Gaule et se mélangent avec les Ligures locaux. En 200 avant Jésus-Christ, les Romains sont en Ligurie. En 125 avant Jésus-Christ, ces mêmes Romains traversent la basse vallée de la Roya, sans doute vers Ventimille, pour aller vers Marseille, mais on sait que les Romains, une fois leur armée passée, colonisaient systématiquement les régions soumises. En 14 avant Jésus-Christ, César Auguste, pour marquer la frontière entre Rome et la Gaule, fait ériger à la Turbie une tour monumentale existant encore actuellement, appelée Trophée d'Auguste. Sur ce monument figurent les noms des tribus soumises, et parmi elles, les Sogionti de Saorge, les Brondionti de Bray et les Nemaloli de Sospel. En 200 après Jésus-Christ, une voie romaine existe dans la Roya. En 300, on assiste à la christianisation de la vallée de la Roya. En 400, au siècle des grandes migrations, les Goths d'Europe centrale arrivent en Ligurie. La Roya entre finalement dans l'histoire. On a l'habitude de situer l'histoire après la fin de l'Empire romain en 476. En 570, les Lombards, originaires de la Baltique, descendent de la Roya et tentent d'y amener leur religion, l'arianisme. Je précise que cette doctrine hérétique chrétienne, professée par Arius, qui niait la consubstantialité du Fils avec le Père, fut condamnée au concile de Nicée en 32. Essayons d'imaginer un peu les gens de l'époque, parfaitement illettrés, pour la plupart, à qui on expliquait ces choses-là le plus sérieusement du monde. La consubstantialité. Après. Pour mémoire, et continuer à nous situer dans un cadre historique, bien que la Roya n'ait pas dû être beaucoup impactée par ces événements, en 843, au traité de Verdun, Lothaire, un des fils héritiers de Charlemagne, reçoit le royaume d'Italie, dont la Roya fait partie. En 845, des moines bénédictins de Saint-Honorat, les îles de Lérins,
échappant aux Sarrasins, on les appelait alors les morts, se réfugient dans la vallée de la Roya. De 900 à 920, les Sarrasins sont présents dans la vallée. Leur passage a laissé une trace, au moins linguistique, dans la vallée du Kairos à Morion. Des pièces de monnaie sarrasines ont été retrouvées par ailleurs à la Lagune, sur les hauteurs du Kairos et de la Gendora. En 920, ils sont chassés du sud de la France par Guillaume de Provence et Ardouin de Suse. La même année, en 920, une charte de San Remo fait état du comté de Ventimille entre Gênes et la Provence et allant de San Remo jusqu'à Monaco, englobant entre autres la vallée de la Roya. En 996, Othon III, empereur du Saint-Empire romain germanique, donne le fief de la Roya au comte de Ventimille. La Roya se trouve ainsi intégrée au comté de Ventimille, pour simplifier, au début des années 1000 et pour 250 ans environ. En 1140, alors que les Génois entrent à Ventimille, les Bréois combattent aux côtés des gens de la ville. Battu, le comte Aubert de Ventimille doit rendre hommage à Gênes. En 1157, le nom de Breil, ainsi orthographié, B-R-E-L-H, la jonction du L et du H donnant le son yeux, apparaît pour la première fois dans une charte selon laquelle Guido Guerra, comte de Ventimille, doit remettre à Gênes ses villes et châteaux, celui de Breil en faisant partie. Cependant, les Bréois n'envoient aucune délégation et Breil se trouve ainsi à la frontière de l'état de Gênes, d'où le nom de porte de Gênes que chacun connaît à Breil et dont on trouve ici l'explication. En 1178, un écrit nous apprend qu'un chemin a été aménagé, passant par les points hauts et non pas le long de la rivière, pour relier Ventimille au Piémont. En 1184, l'histoire de Ventimille nous apprend qu'à la suite d'une révolte des habitants de la ville, conduite par leur consul, le comte Guillaume de Ventimille vient se réfugier à Breil, qui est sur ses terres et où la population lui est favorable. Les révoltés de Ventimille assiègent la place forte de Breil aux alentours de la Saint-Michel, le 29 septembre donc, réussissent à forcer la place, brûlent le château, font prisonnier le fils du comte de Ventimille, égorgent les défenseurs au pied du château, sur une place qui a été nommée depuis cette époque Atchas-Arouicha, aujourd'hui la place Rousse. Les années passent quand le 1er octobre 1220, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, qui rencontre quelques difficultés avec les gens de Ventimille, qui ne veulent pas reconnaître son autorité, fait injonction à Breil et à bien d'autres communes de ne pas aider Ventimille la rebelle. Le 2 octobre 1221, est signée une charte selon laquelle les habitants de Tende, Lavrille, Saorge et Breil s'unissent, sans doute pas de leur plein gré, contre l'empereur et Gênes pour prendre le parti des Guels, les mêmes que ceux qui se sont établis et ont fondé Monaco. Pour mémoire, à l'époque, à Gênes, deux puissantes familles s'affrontaient. Les Grimaldi du parti guelfe sur le commandement du pape et les Doria du parti gibelin proche de l'empereur. Ne cherchez pas à tout assimiler immédiatement, l'histoire était vraiment très complexe à l'époque. En 1239, allez savoir pourquoi, les Bréois, sans doute manipulés par quelques têtes pensantes, s'emparent du château de Pienne, propriété génoise. C'est alors qu'on commence à voir se manifester une puissance qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui va jouer un rôle déterminant, la Provence, qui a pour limite à l'est ce que plus tard on appellera le comté de Ventimille, et qui a donc pour frontière à l'est la Roya. Et on va s'étonner après que notre histoire soit aussi riche et mouvementée. Soucieux de marquer les zones d'influence le 25 mai 1252 au palais Fornage à Gênes, sous l'arbitrage de la Provence, Breil est dans l'obligation de rendre Pienne à la République de Gênes, se voyant en contrepartie affirmer sa frontière sud défendue par le vieux château. Pour faire bref, les négociations ont porté sur le fait que Guillaumin, comte de Ventimille, céderait Breil, Saorge, Sospel, Gorbio, Sainte-Agnès au comte de Provence et qu'en contrepartie, ce dernier renoncerait à ses prétentions sur le comté de Ventimille et lui-même. À la période de dépendance à Ventimille de 250 ans va succéder une période d'instabilité politique d'une trentaine d'années, de 1258 à 1284. Encouragés en sous-main par les Génois, les comtes de Ventimille, Pierre Balbe et Guillaume Pierre, n'ont pas renoncé encore à leurs prétentions sur la Roya. Ils vont y renforcer au contraire des différentes fortifications à Breil, Saorge, Tende et Lavrille. L'histoire locale va devenir régionale quand, en 1258, Charles Ier, comte de Provence, jette son dévolu sur le comté voisin, celui de Ventimille, où la famille au pouvoir est contestée. Le 23 mars 1258, à Lucéram, Charles d'Anjou, comte de Provence, prend possession de Sospel, Saorge, Breil, Monaco et Roquebrune. Coincé entre deux puissances conséquences, la Provence et Gênes, Guillaumin III de Ventimille prend le parti de la Provence. À
À Ventimille, l'histoire est d'autant plus complexe qu'elle interfère avec des histoires familiales. Contestant l'accord passé avec la Provence, les frères de Guillaumin se réfugient en Haute-Roya, entrant ainsi en conflit avec lui et du fait même avec les Provençaux. Peu enclins cependant à s'affronter les armes à la main, Provençaux et Génois trouvent un terrain d'entente et au traité d'Aix-en-Provence le 21 juillet 1262 démembre ce que fut le comté de Ventimille durant 3 siècles. La frontière au sud de Breil est confirmée, le nord étant provençal et le sud génois. Les choses auraient pu en rester en l'état déjà bien compliqué si Guillaume, frère de Pierre Valve, comte de la Brigue, n'avait pas eu l'idée de porter l'uniforme de capitaine des milices génoises pour participer à la guerre de Constantinople opposant principalement Gênes et Venise. La famille de Tende, retranchée dans ces terres difficilement accessibles, aussi bien par le nord que par le sud, fortifie ses liens avec la famille des Gibelins de Gênes et renie ses engagements avec la Provence, ayant en tête de reconquérir le comté de Ventimille, fondé 3 siècles auparavant. Du coup, la Moyenne-Roya se retrouve dans un étau, coincé au nord par le comté de Tende et au sud par la République de Gênes. Lorsque je vous disais en préambule que la Roya n'était pas un long fleuve, j'aurais pu ajouter qu'elle n'avait rien d'un long fleuve tranquille. En 1273, les forces provençales parties de Breil et de Sospel occupent Pienne avant de marcher sur Ventimille qui sera sans combattre. Cette victoire provençale sera bien éphémère puisque quelques mois plus tard, les Génois reprennent la ville de Ventimille et chassent les Provençaux de la Ligurie. Le pape s'en mêle, bien sûr, et convainc les belligérants, tous fervents catholiques, de déposer les armes et d'en revenir, comme au bon vieux temps des frontières de 1262. En ce qui concerne la Roya, on s'en souvient, le nord au comté de Ventimille et Tende, le milieu à la Provence et le sud à Gênes. Cette affaire est entérinée par le traité d'Aix le 12 juin 1276. On n'aura aucun mal à imaginer que taillés en 3 morceaux à coups de hallebarde, les familles de la Roya, vallée de 60 km, n'avaient pas attendu Génois, Provençaux et autres barbares pour tisser entre elles des liens puissants, souvent familiaux, qui n'allaient pas se déliter avec des fumeuses ambitions politiques de quelques nobles familles. Les Génois étaient bien d'accord pour ce partage, mais pas le comte Guillaume-Pierre à Tende, qui refuse de rendre Tende, la Brigue et Saorge, Breil et Pigne. Breillois et Saorgiens supportent mal cet absolutisme des seigneurs de Tende-Ventimille. Quelques familles breilloises, en particulier les Cotalora et les Rossani, en contrepartie d'acquisition de titres de noblesse, on ne reculait pas devant les titres de nobiliaires à l'époque, ont joué au condottiere et fait allégeance au comte de Provence, roi de Jérusalem et de Sicile. En septembre 1284, Charles Ier, à la tête de troupes provençales, bouscule les Tendasques au col de Bruys, surprend Breil et enlève Saorge un peu plus tard, marquant la fin de la domination des seigneurs de Ventimille sur la Roya. La Moyenne et Haute-Roya sont donc provençales durant un siècle environ, de 1284 à 1388. Malgré le ralliement des familles qu'ils ont ennoblies, les Provençaux ne parviennent pas à mettre en place leur administration en Moyenne-Roya. Un impôt royal frappe chaque foyer, différentes taxes sont mises en place, un viguier représente le pouvoir central, un castellan a en charge le château, un bail est chargé de rendre la justice, un sergent tient la garnison. En 1318, les Tendasques veulent rejoindre le camp génois des Gibelins, adversaires déclarés des Guelfes génois, eux aussi, mais partisans des Provençaux, avec l'arrière-pensée de reconquérir Ventimille. Vous voyez, c'est tout simple. Breillois et Saorgiens stoppent les Tendasques dans leur progression autour de leur bastion du château de Malmort et de la Cruelle. Durant 10 ans, dans des combats fratricides qu'on peut qualifier le temps ayant fait son œuvre de véritablement lamentable, les communautés de la Brigue, Tende, Pigne, Limone, soumises au seigneur de Tende, et celles de Breil, la provençale, vont se déchirer entre elles, les récoltes seront brûlées de part et d'autre. Finalement, la raison l'emportant, le 25 septembre 1327, les communautés de la Roya demandent à un notaire, un civil donc, en ferme, d'arbitrer leur conflit. Le 25 mai 1335, Ventimille se donne à Robert, roi de Naples et comte de Provence, à qui succédera Jeanne Ier, plus connue sous le nom de la reine Jeanne, un peu mente religieuse mais très populaire. La paix qui suivra n'amènera pas de véritable tranquillité puisque en 1341, une épidémie de peste ravage la région et nos malheureux ancêtres. Les hommes de Breil, Saorge et Sospel, fidèles aux Provençaux, se trouvent engagés par le conflit déclenché par les seigneurs de Tende. En effet, en 1349, Guillaume-Pierre II de Tende renie l'hommage rendu à la reine Jeanne et fait sienne les revendications génoises sur le comté de Ventimille. Avec la complicité de quelques partisans, il s'empare de Saorge et Breil, chasse les notables connus pour leur allégeance provençale. Une fois de plus, le pape s'en mêle, fort à propos,
Et le 14 décembre 1352, un traité de paix met fin, provisoirement, aux hostilités. Les bannis ne le sont plus, les biens sont rendus, la routine en quelque sorte. La situation politique restait en l'occurrence éminemment instable. En 1357, les Génois lancent une offensive sur Ventimille qu'ils prennent aux Provençaux. Des bandes de sbires à la solde des Génois lancent de véritables expéditions contre les communautés relevant de la Reine Jeanne et des Provençaux. Roquettes, Pignes, Breil, Sospel sont pillées, les campagnes sont dévastées, le bétail est emporté. Dans la Roya, il n'y avait cependant pas que des moutons. Un semblant d'organisation de résistance apparaît et en 1365, des hommes de Breil se joignent aux soldats de la Reine Jeanne pour envahir Ventimille, contribuant ainsi à contraindre les Génois à cesser les hostilités. Perfides, les seigneurs de Tende mettent à profit le désordre ambiant, attaquent le château de Saorge qui résiste, obligeant les Tendasques et leurs bouillants seigneurs à mettre un terme à leur expansionnisme. En 1369, à la mort de Guillaume Pierre III, une scission s'opère entre les Lascaris de Tende et ceux de la Brigue. En 1378, lorsque se produit le grand schisme d'Occident, ne se contentant pas de leur chicane d'ordre politique, les habitants de la Roya se trouvent divisés par des questions d'ordre religieux. Alors qu'ils étaient pour leur grande majorité analphabètes, on aura compris la manipulation des élites de l'époque. Pour faire bref, à la mort du pape Grégoire VII, qui avait ramené la papauté à Rome, les cardinaux italiens élisent dans la ville éternelle le pape Urbain VI. De leur côté, les cardinaux français élisent Clément VII, qui s'installe à Avignon, avec l'approbation appuyée de la reine Jeanne, qui ne tardera pas à rencontrer la lame d'un couteau très tendrement tenu par un fidèle sujet. Un beau pastis en perspective. On ne va pas rentrer dans les détails d'une histoire pourtant fort croustillante, mais qui n'intéresse pas vraiment la Roya, sujet de notre préoccupation. Ce qui intéresse notre belle vallée, en revanche, réside dans le fait que la Savoie, voisine, aime bien le pastis qui coule en Provence. D'autant qu'elle sait bien que la Provence est bordée par la Méditerranée. La mort assez violente de la reine Jeanne de Provence en 1382 provoque un conflit de succession entre cousin Charles de Duras, roi de Naples, et Louis d'Anjou, comte de Provence. En 1384, face au désordre régnant en bord de Méditerranée, Amédée VI, le Vert, comte de Savoie, en avait profité pour déborder un peu sur le Piémont voisin. Savoie, Piémont, Provence, Méditerranée, la Roya, petite quant à la géographie, mais grande dans l'histoire, permet précisément d'établir un lien entre ces quatre entités. En 1388, pour ne pas être en reste, Amédée VII, le Rouge, qui aimait les couleurs autant que son père Amédée VI, le Vert, passe par le col de Tende, mais aussi par Barcelonnette, Latinée et la Vésubie, sans trop d'encombre, pour déboucher à Nice et s'y installer. La petite troupe du sénéchal de Provence n'est pas en mesure de s'opposer à l'imposante armée qui déboule au monastère de Saint-Pons sur les hauteurs du Paillon. Le 28 septembre 1388, un traité de dédition est signé entre le comté de Nice et la Savoie. La dédition, en termes juridiques, n'engageait contractuellement les signataires que pour 3 années reconductibles. Ce n'était donc pas à proprement parler une annexion, juste une annexion déguisée. Ce traité n'engage que la ville de Nice et pas les autres communautés du comté, mais en réalité, la plupart des villes et villages, par l'intermédiaire de leurs syndics, se sont ralliés à Amédée VII de Provence, de Savoie. De 1388 à 1691, la Roya est en Piémont-Savoie, qui est un comté jusqu'en 1416 et un duché ensuite. En 1391, alors que la peste fait des ravages et qu'à l'échéance des 3 ans après la dédition, Ladislas Duras, roi de Naples, qui avait des droits, ne peut pas racheter Nice à Amédée de Savoie et renonce à ces terres qui avaient pris le nom de terres neuves de Provence. Le 22 décembre 1406, Guillaume Pierre III et Jean Lascaris, comte de Ventimille-Tende et de la Brigue, font allégeance à Breil au duc de Savoie. Nous voilà à nouveau à peu près réunis sous une même bannière, même si dans la vallée on se déchire encore à coups de Viva Savoia et Viva los Reis Lois. Le 5 octobre 1419, Yolande d'Aragon, veuve de Louis d'Anjou, comte de Provence, roi de Naples, cède au duc de Savoie Amédée VIII le Pacifique tous ses droits sur les vigueries de Nice et du comté de Ventimille. Comme les militaires ont laissé leur hallebarde au râtelier, les habitants de la Roya en profitent un peu pour s'occuper de leurs voies de communication et d'échange. La route du sel, en fait un des itinéraires de la route du sel, il en existait plusieurs, emprunte la vallée de la Roya. Au milieu du XVe siècle, vers 1450, se pose alors la question du passage de la route du sel au départ de Ventimille ou de Nice. On proteste selon les travaux accomplis d'un côté ou de l'autre, mais on ne fait que chicaner, on ne se bat pas encore. En 1451, Louis, duc de Savoie, qui ne veut pas heurter de front Eugène, qui ne porte cependant pas dans son cœur, se réjouit d'apprendre
que, selon ces termes, je le cite, des brigands sospélois se sont emparés de la forteresse de Pienne. La riposte de Gênes n'a pas tardé et passe sous la forme d'une crème génoise pour la tarte. Gênes reprend Pienne, marquant la fin provisoire de l'idée de la route du sel de Ventimille à Breil, une déception pour le village de Breil, court-circuité, puisque la route du sel, passant par le col de Bruys et la Giandola, évite le village lui-même. Le 28 septembre 1458, le duc de Savoie officialise la gabelle du sel à Nice. La route du sel va privilégier le passage de Nice au Piémont par le col de Fenêtre dans la Vésubie, plus élevé en altitude mais bien plus sûr que le col de Tende et ses bouillants défenseurs racketteurs. Le 10 août 1495, les chefs de famille de Breil refusent de restaurer la tour de la Cruella, dont le couronnement s'était effondré. Sans doute avait-il déjà l'idée que Georges Pomaret et ses amis s'en chargeraient 5 siècles plus tard. Les ravages provoqués en 1515 à la suite de la bataille de Marignan, au Piémont voisin, par les armées de Charles Quint et François Ier, n'affectent pas directement la Roya. Mais l'année suivante, lorsque les contingents de soudards gascons en particulier sont rentrés enfin chez eux, ils ont emprunté, on s'en doute, la vallée de la Roya, y occasionnant des pillages indescriptibles. On laisse passer quelques années, et en 1536, François Ier, qui s'ennuie un peu, a un problème d'héritage avec son oncle Charles III, duc de Savoie. 40 000 soldats de François Ier envahissent la Savoie et débouchent sur Turin. Charles III, duc de Savoie, s'enfuit, bien sûr, pour se réfugier à Nice, mais par où? Le col de Tende, bien sûr, et la Roya. Charles Quint, qui a toujours une dent avec François Ier, et voit d'un mauvais œil la présence française au Piémont à la suite de Marignan, vole au secours de Charles III, et par où va-t-il choisir de passer? Pas besoin d'être un fin stratège pour comprendre, par la Roya, bien sûr. Il est bien connu que les armées de Charles Quint n'étaient pas composées de conscrits, mais plutôt de soudards, sachant se payer sur la bête, qui, comme le dira Brassens quelques années plus tard, à propos des grognards de Bonaparte, tiraient pas leur poudre au moineau. Pauvres vaches, cochons, poules de la Roya. En 1543, lors du siège de Nice par la flotte franco-turque, les hommes de la Roya sont engagés dans l'armée du duc de Savoie pour dégager la ville. En 1553, Anne Lascaris de Tende demande aux Français d'attaquer le château de Saorge. Celui-ci est enlevé à la suite d'une trahison. Mais, partie de Nice, une troupe de miliciens de la Roya, aux ordres du chevalier Caïs, reprennent sans coup férir, après 8 jours de siège, le château au Franco-Tendasque. En 1560, les conditions atmosphériques exécrables ruinent les récoltes dans la région. Les décès sont nombreux. À Ventimille, il ne reste que 600 feux, c'est-à-dire 600 familles environ, soit environ 3000 personnes. À Pienne, 100 familles, c'est-à-dire 500 personnes. À Breil et Saorge, qui ont moins souffert, 250 familles, soit 1200 personnes environ. Quand ça va mal, tout va mal. En 1564, un tremblement de terre secoue la vallée, endommageant maisons et édifices religieux en grand nombre. Pour couronner le tout, 4 années de sécheresse vont succéder. Et enfin, cerise sur le gâteau, les morts débarqués sur le littoral font quelques incursions à l'intérieur des terres, pillant les localités de l'arrière-pays. En 1580, Charles-Emmanuel de Savoie profite de la complexité des problèmes de succession au comté de Tende pour racheter à Henriette du Maine cette seigneurie dont elle avait hérité et dont sans doute elle n'avait pas grand-chose à faire. La continuité de son territoire enfin établi, Charles-Emmanuel, duc de Savoie, peut envisager la construction d'un grand chemin reliant Turin, sa capitale, à Nice, où la mode des bains de mer n'avait pas encore vu le jour, mais qui constituait un débouché maritime tout à fait intéressant. Un petit rappel au passage, cette route passait bien par la Giandola, mais bifurquait ensuite vers le col de Bruys, puis de Braus, sans passer par le village de Breil. Un projet de route existait bien entre Breil et Ventimille, mais Gênes, qui voyait en Ventimille un rival potentiel, s'y opposera toujours. En 1623, Charles-Emmanuel de Savoie, encore en bisbille avec les Génois, à propos du minuscule marquisat de Zuccarello près d'Albenga, décide de donner un petit coup de main aux Breillois, qui assiégeaient, fort à propos, et sans doute inspiré par lui, le château de Pienne, enlevé sans trop de mal, puisque la garnison s'était déjà repliée sur Ventimille. Un peu plus tard, en 1629, des miliciens de Breil, Saorge et Tende, on avait vraiment le sang chaud dans la Roya à cette époque, se portent au secours de Nice que les Espagnols et les Génois menaçaient. Changement de décor, le 19 juillet 1631, les premiers symptômes de la peste se manifestent dans la région. À cette occasion, les Breillois font feu d'ériger, si la Vierge entend leur prière, et elle les a entendus, une chapelle dédiée à Notre-Dame de Grâce, à la Labine, et de s'y rendre en pèlerinage chaque année, le 5 août. Et ça tient toujours, les Breillois étant gens de parole, on y va encore actuellement.
En 1634, des troupes du duc de Savoie, renforcées par des milices de la Roya, prennent Dolciacqua à la République de Gênes, qui doit rendre Onelia et Pigna à la Savoie, mais exige en contrepartie que les Briois lui rendent Pienne, prise de vent auparavant. Toujours la même salade. Le 2 février 1644, la Sainte Vierge avait dû un moment s'assoupir, la terre tremble à nouveau de manière naturelle dans la Roya, l'église Santa Maria in Albis est gravement endommagée. Saignée à blanc par les conflits, décimée par la famine, la peste et des tremblements de terre, les communautés de la Roya, celle de Breil en particulier, sont dans une situation critique. À Breil, en 1645, les trois fours communaux et les différentes bandites, les bandites étaient des droits de pacage, sont rachetés par une vingtaine de familles extraordinairement enrichies, comme c'est souvent le cas au cours des calamités, qui épongent les trois quarts de la dette communale. Mais, au cours de ce qui a été appelé datation de paiement, à l'époque, la commune de Breil a perdu au profit de quelques familles fortunées l'essentiel de ses moyens de ressources. En 1672, la Roya est une nouvelle fois impactée par un nouveau conflit, un de plus, opposant la Savoie et Gênes. Une milice bréilloise est mise en poste au col de Bruys pour éviter que les Génois ne coupent la route de Nice. Le 29 août 1672, parti de Breil, la Savoie, avec 3000 hommes, donne l'assaut au château de Pienne aux mains des Génois. La tentative échoue, ce qui n'empêche pas les soldats savoyards, ou plus précisément leurs milices, de ravager les campagnes de Breil et de Livres juste en face. Le 12 mars 1691, voilà que la France, discrète durant quelque temps dans la région, commence à se manifester de nouveau. Le maréchal français Catinat a engagé des opérations de guerre et a repris Nice. Victor Amédée II de Savoie exhorte les Bréillois à faire face et à se défendre contre les Français. Ben voyons. Aux côtés de 500 Sospellois, 200 de nos valeureux ancêtres repoussent une première attaque française au col de Braus le 12 juin 1691. Le 1er juillet 1691, le général de la Fare perce les lignes de résistance et fait pendre 5 habitants pris les armes à la main. Non, les nazis n'ont pas inventé cette pratique barbare. Le 2 juillet 1691, une délégation bréilloise se présente aux avant-postes français. Elle est reçue par le marquis de Vins. Elle indique que la population se soumet au roi de France Louis XIV, lequel s'était déjà autoproclamé comte de Nice et à qui elle rend hommage. Breil se retrouve donc en France de 1691 à 1713. Du coup, à Saorge, qui se trouve en première ligne, c'est un peu l'affolement. Les milices locales n'étant pas d'accord sur le fait de se soumettre ou de résister. Mais en fin de compte, réglant le problème militairement, Saorge est prise par les Français le 10 juillet 1691. Quelques jours plus tard, le 15 juillet 1691, le marquis de Vins rend compte au roi de France, Louis XIV, je le rappelle, qu'il a trouvé le château de Tende abandonné et l'a fait incendier. La guerre qui se poursuit encore quelques années n'aura heureusement pas de conséquences dramatiques pour la Roya. Le 1er janvier 1693, Génois et Savoyards, qui ont sans doute fait le réveillon ensemble, signent un traité de paix, il était temps. Ce traité va relancer le chemin de la Basse-Roya, puisque désormais les caravanes d'ânes et de mulets pourront partir de Ventimille et rejoindre le grand chemin ducal venant de Nice et Sospel à la Jandola, avant de poursuivre vers Tende. Du coup, puisqu'on ne se bat plus dans la Roya, on en arrive à faire des choses intéressantes. En 1703, le premier cadastre est publié dans la Roya. Qu'on ne s'y trompe pas, il n'a pas été pensé dans le but d'améliorer les relations entre les gens du pays. Le cadastre était en fait conçu pour percevoir plus facilement des taxes diverses. Ces taxes, je le rappelle, seront moins d'un siècle plus tard un des détonateurs de la Révolution française, mais ça, c'est une autre histoire. En 1703, de fortes pluies ont mis la Roya en crue et notre fleuve torrent a emporté le pont supérieur de Breil, dit pont de la Reine Jeanne, qu'il avait fait bâtir en bois en 1346 et qui avait été reconstruit en pierre un siècle plus tard. La guerre de succession d'Espagne, qui a débuté en Europe en 1701, n'affecte pas directement la Roya. Cependant, en 1703, Victor Amédée II se brouille avec Louis XIV et passe dans le camp adverse. Les habitants de la Roya vont avoir du même coup à supporter des charges de guerre nouvelles. Profitant de cette situation de crise, en août 1705, des miliciens bréillois attaquent Pienne, la Génoise, mais échouent dans leur tentative. Le 1er juillet 1707, Victor Amédée II de Savoie passe le col de Tende avec une armée de 42 000 hommes pour aller attaquer Toulon et envahir la Provence. Nous qui nous plaignons à juste titre du transit des poids lourds dans la Roya malgré les interdictions, n'avons pas trop de mal à imaginer les perturbations occasionnées à l'écologie, dont le mot n'avait pas été encore inventé, mais dirons-nous à l'environnement, par le passage de 42 000 militaires et leur suite. Plus habiles pour piller que pour faire la guerre, les soudards d'Amédée II de Savoie se cassent les dents
à Toulon, face à l'Autriche et la Grande-Bretagne. On est loin de la Roya, bien sûr, mais par où croyez-vous que l'armée d'Amédée II de Savoie passe pour entrer dans ces cantonnements du Piémont qu'elle n'aurait jamais dû quitter? Par la Roya, bien évidemment, mais vous êtes habitués à présent. Ne se satisfaisant pas suffisamment de piller maisons et campagnes, la soldatesque, très chrétienne, pourtant s'en prend gratuitement aux édifices religieux. En 1713, le traité d'Utrecht met fin à la guerre de succession d'Espagne. Les Français doivent abandonner le comté de Nice. Une petite parenthèse, en 1720, le duc de Savoie, qui en récompense de services rendus s'était vu attribuer la couronne de Sicile, doit y renoncer au profit de l'Autriche, qui en contrepartie lui cède le royaume de Sardaigne. Cette parenthèse, qui bien évidemment n'intéresse pas la Roya, a pour seul but de faire comprendre la raison pour laquelle on entendra souvent parler par la suite du royaume de Piémont-Sardaigne, aux mains en réalité des rois du Piémont. Breil est donc dans le royaume de Piémont-Sardaigne de 1713 à 1793. Mais je vous avais prévenu, la paix et la tranquillité ne sont pas le fort de la Roya. Après une trentaine d'années de paix, le spectre de la guerre réapparaît en Europe suite à des problèmes de succession au trône d'Autriche en 1740. On n'entrera pas dans les détails, mais dans cette affaire, on trouve d'un côté l'Autriche et l'Angleterre, et de l'autre les Espagnols et les Français, qu'on nommera les Galispans. Charles-Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne, redoutant le voisinage espagnol en Italie, rallie le camp de l'Autriche et de l'Angleterre. En avril 1744, les Galispans franco-espagnols décident d'atteindre le Piémont en passant par la Roya et le col de Tende. On connaissait le chemin, on s'était fait une habitude depuis le temps. En face, Charles-Emmanuel II de Savoie a fait renforcer ses défenses, en particulier au col de Braus, au col de Bruis et à Pienne. Le 12 mai 1744, Breil tombe, la garnison du comte de la Roque s'étant piteusement repliée sur sa orge, présumée mieux fortifiée, la défense de la place de Breil ayant été confiée à la milice locale, composée de quelques centaines de Brélois armés d'arquebuses, qui se sont trouvés en face de 5000 Galispans armés de canons. La place enlevée par ces derniers, on retrouve la routine des pillages et exactions diverses. Le 16 juin 1745, les Sardes et Piémontais, regroupés dans le haut de la vallée de la Roya, passent à la contre-offensive. Ils marchent sur Breil, chassent les Galispans franco-espagnols de la place et se ruent sur Ventimille, qu'ils emportent dans la foulée. Du coup, le roi de Piémont-Sardaigne remet au goût du jour le projet de son prédécesseur concernant la grande route reliant Ventimille à Breil pour rejoindre la Gendola, le grand chemin ducal existant entre Turin et Nice. Le 25 janvier 1748, les Galispans franco-espagnols, qui n'avaient pas fini de digérer leur piquette précédente, attaquent le col de Bruis et par le chemin de la Lavine descendent sur Breil. Les milices locales du capitaine Charles-Antoine Cacciardi, renforcés par les milices de Saorge, accourus en renfort par le chemin de Lourneia, réussissent à contenir les Galispans. La paix de Maastricht, signée le 13 avril 1748, met fin au conflit entre Français et Austro-Sardes. Le 25 janvier 1749, les dernières unités franco-espagnoles quittent le comté de Nice, qui est restitué aux souverains sardes. Après un demi-siècle de tranquillité, en 1789, éclate la Révolution française, qui dans un premier temps est un soulèvement parisien qui n'affecte pas directement la Roya. Mais en mars 1792, le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Amédée III, fait connaître aux révolutionnaires français ses intentions pacifiques et s'engage à éloigner des régions frontalières les émigrés. Mais en s'alliant à l'Autriche, le roi de Piémont-Sardaigne devenait de fait un ennemi potentiel de la France révolutionnaire. Le général Courten, chargé de la défense de Nice, prend peur. Ayant appris l'invasion par ailleurs de la Savoie par les Français, et pensant que le roi du Piémont avait été renversé, il donne l'ordre de battre en retraite avec l'idée de fortifier sa position à Saorge et d'y établir son quartier général. Facilement, un détachement français, sous le commandement du général Brunet, arrive à Breil et se heurte à la première résistance depuis Nice, celle de miliciens brélois qui décidément n'avaient peur de rien, mais sont bousculés le 18 octobre 1792, ne pouvant empêcher un nouveau saccage du village et de ses campagnes. Il est bien connu, comme le chantera plus tard Georges Brassens, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre au moineau. Ces nouvelles exactions perpétrées, les troupes françaises remontent dans leur cantonnement du col de Bruis. Quelques jours plus tard, les Français veulent tester les défenses saorgiennes, mais ne parviennent pas à franchir la Roya, le pont de Gimion ayant été détruit par les Sardes. La débâcle provoquée par le pleutre général Courten conduit Victor Amédée III à le remplacer par un officier plus valeureux, le comte François Taon de Revel,
qui arrive à Saorge le 30 octobre 1792 avec un renfort autrichien de 3 divisions et un train d'artillerie. Un froid précoce s'est installé dans la Roya cette année-là. Les Français mal équipés, dépourvus de tentes, ne résistent pas à l'offensive de Dame Nature et abandonnent toutes leurs positions stratégiques sur les sommets. Mais les Ostrosardes, surtout les Autrichiens, ne se comportent pas mieux que les Français, on s'en serait douté, avec une nouvelle fois une série de pillages des maisons et des campagnes. En février 1793, les beaux jours étant revenus, les hostilités reprennent, les Ostrosardes ont disposé 7000 hommes à Bray. Le 31 mars 1793, les Français attaquent Lotion, qu'ils ne parviennent pas à enlever, mais fixent au moins sur place les défenseurs Ostrosardes. Par ailleurs, les troupes françaises de Masséna chassent les Ostrosardes de Mangiavo, lesquels établissent alors leur quartier général à la Giandola. Le général sarde Pernivoti, plus courageux que fin stratège, voulant faire front, jette toutes ses troupes dans les combats de Fourquin, Colabas, La Béole et Saint-Véran. En face, le général français Dumerbion, qui a fixé ses troupes au Béolène, à Mangiavo et au Ventavrin, occupe le col de Bruis et descend à Bray par les chemins de Bancao, la Gougoule, la Lavine et la Giandola le 10 juin 1793. Les Ostrosardes n'ont laissé à Bray que quelques milices locales qui se défendent vaillamment, mais sont prises dans leur défense de la Cruelle et du Casté par les tirs plongeants français venant du versant d'en face, côté la Cola et Bancao. 7 soldats français réussissent à entrer dans la redoute du Casté par un orifice d'évacuation d'eau pluviale. Surpris, les défenseurs se sont repliés vers la Cruelle et le mont Ainé juste au-dessus pour faire ensuite repli vers Saorge. Le 11 juin 1793, le drapeau tricolore français flotte sur la tour de la Cruelle. Bray est donc en France de 1793 jusqu'en 1814. Par ailleurs, les troupes françaises, toutes les attaques françaises sur le front de Lotion, pivot central du dispositif de défense Ostrosarde, ont échoué. De même, le dispositif défensif Ostrosarde occupe toujours les hauteurs de Marthe, de l'Arpette de Diou, de Lourneille, en rive gauche de la Roya. En face, le front français centré à Bruis et au Béolène s'étire vers Pienne et le col d'Agnon. Le torrent de la Maille sépare les Français en rive droite des Ostrosardes en rive gauche. Ne perdons pas toujours de vue que nous sommes en période de Révolution française. En mars 1794, une circulaire du Comité de salut public ordonne aux municipalités de faire disparaître toute trace de l'Ancien Régime. C'est donc à cette occasion que de bons républicains de la Roya s'acharneront à détruire par burinage les linteaux de portes d'entrée portant blason gravés dans ces superbes tchapes et ces ardoises vertes de tendre que tout le monde connaît dans la vallée. Les biens ecclésiastiques ayant été saisis, en novembre 1794, les agents chargés de les récupérer se heurteront à une fin de non-recevoir des habitants qui les cacheront à Saorge. En janvier 1794, Bonaparte, pas encore empereur, mais commandant de l'artillerie de l'armée d'Italie, est à Nice. En février 1794, les cloches de Bray, d'un poids de 640 kg, sont dépendues et transportées à Sospel pour y être fondues et transformées en canons. Fort heureusement, tel ne sera pas leur triste sort et elles carillonneront quelques années plus tard dans leur clocher. Le 27 mars 1794, Bonaparte observe depuis le col de Bruis les lignes de défense Ostrosardes. En avril 1794, les registres d'état civil, jusqu'alors tenus par l'Église, sont confiés aux communes. Ayant mis la main sur les registres d'état civil, 2 zélés révolutionnaires, parfaitement illettrés au demeurant, croyant avoir affaire à des documents de l'Ancien Régime, s'en prendront aux archives, en particulier au registre d'état civil, qui seront brûlés. Pauvre gnocco. En avril 1794, les forces révolutionnaires françaises sont à Bray. On passera sur le détail des opérations militaires qui pourraient à elles seules faire l'objet d'une étude. Le 26 avril 1794, Bonaparte prend passion à l'auberge des étrangers à la Giandola. La bâtisse a été démolie lorsque la nouvelle voie rapide a été mise en place il y a quelques années. Le 25 novembre 1794, un premier appel sous les drapeaux des jeunes gens âgés de 18 à 19 ans est lancé dans la Roya. 17 jeunes seulement se présentent, les autres décidant de se cacher. Des listes sont publiées et c'est à cette occasion qu'on verra apparaître de manière officielle les surnoms que les familles portant même patronyme s'étaient donnés pour se distinguer les unes des autres. Quelques-uns de ces sobriquets ont disparu, mais d'autres sont encore utilisés de nos jours.
Raïs, Babala, Conet, Naet, Tapor, Medjom, Flac, Naet, Mafua pour les Cotalorda, Fiorenza pour les Seneca, Galante pour les Moros, Rat pour les Lisero, Sarda, Boucoulé, Tripetta pour les Sartor, Mouna, Tabaloum pour les Masseglia, Braghetta, Pieve pour les Hyper, Braguin, Duntim pour les Ghirardi, Tugela pour les Gibelli, Cesa, Cocole pour les Giacobi, Caguz pour les Alavena, Brigasque pour les Sassi, Siculu, Bontemps pour les Toesca, Giaumin, Picciunet, Tabaloum, Crota, Pilet, Susa Musche pour les Rostagni, Fometa, Orengo, Testas pour les Osenda, Bussarel pour les Ricci, Martin, Tabac pour les Cota, Strassacamin, Ciculata, Darmas pour les Rossians, Purgatori pour les Revelli, Babala, Pagetu pour les Rei, Puncin pour les Beghelli, Brancia pour les Tosan, Bagemercu pour les Carenco. Bien d'autres surnoms dont je vous fais grâce ont aujourd'hui disparu. La plupart des émigrés sont entrés au pays, mais quelques irréductibles aurions-nous aujourd'hui pris le maquis. Désignés sous le nom de Barbiti en langage local ou Barbé en français, sans doute s'était-il laissé pousser la barbe, ces résistants avant l'heure vont combattre dans les rangs des combats de l'armée sarde ou se regrouperont en bandes plus ou moins organisées façon Robin des Bois. Pour mener une lutte efficace contre ces barbés, des colonnes mobiles ont été formées. À la fin des hostilités, et malgré les mesures de clémence promises, beaucoup connaîtront les pelotons d'exécution ou auront une vie d'errance misérable. En renonçant à toute prétention sur le comté de Nice en 1796, Victor Amédée III, roi de Piémont-Sardaigne, a libéré les habitants de la Roya de toute suggestion à sa maison. En janvier 1795, l'ensemble des effectifs militaires dans la Roya dépasse les 7000 hommes. C'est au cours de cette période que l'usage du système métrique est imposé dans la Roya. Un mètre français étant l'équivalent d'environ 2 palmes de Nice, en fait une palme mesurait précisément 0,524 mètres. À cette période, l'administration française laisse subsister pour des raisons pratiques et pour quelque temps encore l'usage de la monnaie de l'Ancien Régime. Le 15 mars 1796, les biens nationaux ayant appartenu à l'Église sont vendus. Le 11 août 1799, la garde nationale est organisée en compagnie à Breil. Sans surprise, on y retrouve des Rostagnes, des Tosans, des Sénèques et bien sûr des Cotalans. En 1800, des soldats malades venus du Piémont propagent dans la Roya une nouvelle épidémie de choléra, alors que dès mars 1800, le pays se retrouve en guerre. Les troupes françaises stationnées en Roya sont envoyées à Gênes pour dégager Masséna, assiégée par une coalition réunissant Anglais, Autrichiens, Russes et Turcs. Les faibles effectifs français laissés en arrière-garde dans la Roya ne peuvent pas résister aux Autrichiens déferlants du Piémont qui passent au col de Tende le 6 mai 1800, sont à Breil le 8 mai et à Nice le 12. Pas ingrat pour dessous, et ne voulant pas être en reste, Bonaparte contre-attaque par le Grand Saint-Bernard pour envahir la plaine du Pô et atteindre Milan. Pris à revers, les Autrichiens battent en retraite, leur ligne de défense du col de Bruys et du Grand Capelé bâti à la Haste ne brise pas l'élan des Français qui bousculent les Ostrosardes au col de Rosse et à Millefourche avant de descendre par le Caillebros jusqu'à la Roya, coupant une possible retraite autrichienne vers le col de Tende. Ces troupes autrichiennes, ne pouvant pas se replier vers le nord, vont le faire vers l'est en direction de la vallée voisine, de la Nerbia et de Dolciacqua. Le 3 juin 1800, les Français sont à nouveau à Breil. Pour autant, tout ne se passe pas pour le mieux du monde. En effet, le 7e bataillon de la Légion polonaise, qui combattait aux côtés des Français, se comporte lors de son passage à Breil comme la pire des soldatesques que la Roya, qui s'y connaissait pourtant en la matière, ait connue. Une petite parenthèse pour avoir une idée de la vie commerciale à Breil, au début du 19e siècle, on y comptait 17 marchands de comestibles, 2 bouchers, 5 cordonniers, 7 menuisiers, 2 maréchaux ferrants. Le recensement du premier fructidor de l'an 2, c'est-à-dire du 19 août 1802, fait état à Breil 2145 habitants. Après l'abdication de Napoléon le 6 avril 1814, l'armée autrichienne a fait savoir qu'elle va reprendre possession du comté de Nice pour le restituer à celui qu'elle considère comme légitime propriétaire, le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel Ier. On en arrive ainsi au dernier volet de cette étude. Entre 1814 et 1860, la restauration sarde s'opère dans la Roya. D'emblée, on affiche la couleur. Le leitmotiv, on ne connaissait pas encore le mot à l'époque, est toute comme danse, c'est-à-dire tout comme avant. L'usage du français est proscrit. Le conservatisme est poussé à l'extrême, on n'oublie pas que le Piémont est une monarchie. Ne craignant pas l'obscurantisme, on rétablit le système des mesures de l'Ancien Régime, pouces, toises, pieds, lieux, nuits, etc.
l'état civil est enlevé aux communes pour être rendu aux paroisses. Alors que les diligences du service régulier Nice-Turin passent 3 fois par semaine au relais de poste de la Giandola, aucune route carrossable n'existe encore entre Breil et Ventimille. Seuls 2 sentiers empruntant les crêtes permettaient de descendre la Roya sur ces 2 rives pour aller jusqu'à la mer. Après de nombreuses tractations, le 27 novembre 1852, la construction reliant la route de Ventimille à Breil, rejoignant l'ancien chemin du Cap à la Giandola, est mise en chantier. À la même époque, en 1856, Victor Emmanuel II de Savoie-Piémont préconise l'avant-projet d'une ligne ferroviaire reliant Turin et Nice. Mais les travaux titanesques de percement des tunnels et d'édification des ponts et viaducs feront repousser ce projet. Durant la trentaine d'années qui a suivi le départ des derniers soldats français du comté de Nice, une série d'erreurs politiques et économiques du gouvernement de Turin va amener les habitants de la Roya à envier le sort des nombreux membres de leur famille qui s'étaient fixés pour y trouver du travail sur la côte qui n'était pas encore d'azur. De l'autre côté des Alpes, Victor Emmanuel II, avec son premier ministre Cavour, poursuit une politique de réunification de l'Italie sous sa bannière. Soucieux de ne pas affronter seul l'Autriche, présente en Lombardie et Vénétie, Victor Emmanuel II cherche un allié solide. Napoléon III répond à son attente à Plombières et les 2 chefs d'État conviennent d'un accord. Pour faire bref, la France aide le Piémont en donnant un coup de main, ou plutôt un coup de canon, contre l'Autriche, en contrepartie de quoi le Piémont concède à la France la Savoie et le comté de Nice, sous condition d'un vote favorable des populations. Et vogue la galère, ou plutôt les armées, 150 000 franco-sardes piémontais battent 180 000 Autrichiens à Magenta, Palestro et Solferino. La bataille de Solferino, le 24 juin 1859, a fait 40 000 morts et blessés dans les 2 camps, 22 000 Autrichiens, 12 000 Français et 6 000 Piémontais. À la suite de cette bataille, le Suisse Henri Dunant, bouleversé par le massacre, sera l'instigateur de la Croix-Rouge. En avril 1860, fidèle à la parole donnée, Victor Emmanuel, roi de Piémont-Sardaigne, fait afficher dans le comté de Nice une proclamation annonçant un plébiscite qui pourrait libérer les habitants de toute allégeance à sa personne et au royaume de Piémont-Sardaigne. Le scrutin a lieu les 15 et 16 avril 1860. Seuls les hommes de plus de 21 ans votent à l'époque, les femmes devront patienter encore quelques années. On sait de manière certaine aujourd'hui que la fraude a été massive, mais qu'elle n'a pas été déterminante pour inverser le résultat officiel, les résultats officiels qui ont été les suivants. À Breil, 841 inscrits, 284 abstentions, 557 votants, 556 oui, 1 non. À Saorge, 793 inscrits, 188 abstentions, 605 votants, 605 oui, 0 non. À la Brigue, 1193 inscrits, 870 abstentions, 323 votants, 323 oui, 0 non. À Tende, 673 inscrits, 285 abstentions, 388 votants, 387 oui, 1 non. En dépit de cette volonté plus que manifeste de l'ensemble de la Roya d'être français, le royaume de Piémont-Sardaigne ne se résout pas à laisser la Haute-Roya suivre le destin qu'elle s'est fixé. Les populations rurales et pastorales de Tende et la Brigue n'intéressaient pourtant pas du tout Cavour. La conservation des 2 versants des crêtes autour du col de Tende était à ses yeux une garantie stratégique pour l'Italie nouvelle face à un envahisseur, potentiellement français, cela va sans dire, venant du sud de la Roya. L'Italie signifiait à la Haute-Roya, en termes à peine un peu plus choisis, on a bien compris que vous souhaitiez être français, mais vous serez italien quand même. Mais on s'était assez battu dans la Roya, il fallait bien en finir, quitte à abandonner lâchement nos frères et sœurs d'Amount, c'est-à-dire d'en haut. Le rattachement de la Savoie et du comté de Nice est ratifié par la Chambre des députés le 29 mai 1860 par 229 voix pour, 33 contre et 2 abstentions. Le 10 juin 1860, le Sénat français le ratifie à son tour. La cérémonie de transfert se déroule le 14 juin 1860 à midi. Une fois de plus, 2 frontières vont tronçonner la malheureuse Roya en 3 parties. La haute et la basse Roya seront italiennes et la moyenne Roya française. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'au traité de Paris, la France renonce à la basse Roya et que les populations de la haute Roya, le 16 septembre 1947, se prononcent par un référendum qui sera entériné un mois plus tard, le 12 octobre 1947, pour être intégré à la nation française. Mais ne sommes-nous pas, tout comme la Roya, paraît-il, des Européens? La Roya ne coule-t-elle pas du Mercantour à la Méditerranée comme une rivière serpentant entre France et Italie, tantôt paisible, tantôt tumultueuse,
plus ou moins domestiquée par quelques barrages hydroélectriques et agrémentée d'un lac paisible. La Roya, ayant charrié mon flot de paroles, nous amène à présent au terme de cet exposé. Je sollicite votre indulgence pour les imperfections sans doute nombreuses qui doivent émailler cette étude, et je vous remercie pour votre attention studieuse ou même simplement polie. A mesa edita, ora nei cud per le parole, ora estem di faculazione tutti insieme, ora estem di facala cum non viec cardigut et bon vin. Alors, avant de vous donner la parole, je voudrais juste vous préciser que pour la première fois cette année, depuis les 3 années où je tiens cette université populaire, nous avons un site Facebook et que les exposés de cette année sont retranscrits dans les jours qui viennent après l'exposé sur le site. Donc vous retrouverez l'exposé de Jean-Pierre par écrit, ce qui permet notamment de retrouver un certain nombre de références qu'il donne, notamment de dates, parce que c'est vrai que c'est pas évident à suivre comme ça sur le champ. 2 siècles. 2 siècles en une heure. 2 siècles en une heure, bon, c'est pas mal. Pour le petit d'ailleurs, vous aurez l'exposé, le premier exposé de cette session, qui portait sur la justice en France, qui est déjà sur le site. Il suffit d'aller sur Facebook, de chercher Université populaire de la Roya, vous tombez sur le site, vous descendez, vous remontez, bref. C'est le bonheur, vous retrouvez tout.